Et Jean-Claude Pont, bienvenue. Derrière ce micro spécialiste du commerce équitable, Jean-Claude Pont est grand voyageur. Et dernièrement, vous êtes parti un petit peu voyager en France. Vous allez nous dire dans quel coin. Vous allez nous parler du Familistère de Guise. Oui, je suis retourné dans ma région d'origine, dans le département de l'Aisne. Et donc, je suis allé visiter le Familistère de la ville de Guise. Alors, Guise, c'est la ville du duc de Guise, parce qu'on dit... Dans l'Aisne, on ne dit pas Guise, on dit Guise. Et donc là, le Familistère, bon, j'avais vu étant jeune, mais je n'avais jamais vraiment visité et ne m'étais pas penché sur l'histoire. Et c'est vraiment fabuleux, je trouve, l'histoire de Jean-Baptiste Gaudin. Alors, il y a peut-être des tas de gens en Bretagne qui connaissent Jean-Baptiste Gaudin, parce que les poêles Gaudin, avant, il y en avait dans beaucoup de familles, hein, les poêles en fonte, les poêles au charbon... Et alors donc, Jean-Baptiste Gaudin, il est né près de Guise, à Équerry, en 1817. Son père était serrurier. Donc, il a abandonné l'école assez rapidement, vers 11 ans, pour travailler avec son père. Et à 17 ans, il est parti faire son tour de France, comme c'était assez l'habitude à cette époque. Initiatique, formateur, oui. Comme les compagnons. Les compagnons du Tour de France. Et alors, ça lui a permis de s'améliorer dans son métier lui-même, mais ça, aussi de lui faire découvrir la pauvreté, l'existence des ouvriers en France. Et il s'est dit, moi, si je deviens patron, je ferai mon possible pour améliorer la condition des ouvriers. Bon, il est revenu à Équerry. Et plutôt que de faire de la serrurerie, il a eu l'idée d'inventer le poêle Gaudin en fonte. Avant, c'était des poêles en acier, tout ça qui ne chauffaient pas très bien. La fonte, c'était beaucoup mieux. Il a eu du succès, il a déposé le brevet. Et il a fallu qu'il s'agrandisse devant le succès. Donc à ce moment-là, il est parti sur Guise, où il a créé son usine. Et en même temps, il n'était pas allé longtemps à l'école, mais il voulait s'instruire, il lisait beaucoup, et il a découvert Charles Fourier, on va dire un idéaliste, socialiste idéaliste de l'époque, qui avait eu l'idée des phalanstères. Phalanstères, c'est-à-dire un lieu pour loger les ouvriers et leur permettre de vivre correctement. Donc ça cogité. Donc quand il a eu son usine à Guise a bien marché, donc quand il a eu une certaine somme, il a financé par exemple un essai de phalanstère au Texas. Mais ça a été un échec dans lequel il a perdu un tiers de sa fortune. Ils n'étaient pas prêts au niveau culturel? Ils n'étaient pas prêts, puis le lieu n'était pas bien choisi, des conditions climatiques, différentes raisons. Donc il a tiré des leçons de cet échec, il s'est dit, moi je ferai mon projet à moi, et son projet à lui, il l'a commencé dans les années 1850. Alors il a créé le palais social. Le palais social, alors si on voit une photo, si on cherche sur Internet, on verra des photos de ce palais magnifique. Il s'est inspiré de Versailles, du palais de Versailles. C'est les photos que vous m'avez envoyées. Oui. Très belles d'ailleurs. Oui. Alors, différents étages. Oui, alors il y avait plusieurs parties. D'abord, il y avait le palais lui-même, le palais social, avec le pavillon central. C'est une sorte de forme rectangulaire, et avec à l'intérieur une grande cour. Il y avait 3 ou 4 étages avec des coursives qui font tout le tour. Et puis une verrière magnifique, parce qu'il voulait qu'il y ait de la lumière ça fait partie des objectifs d'hygiéniste, l'apport de lumière. Donc vraiment quelque chose de magnifique. Et de chaque côté de ce pavillon central, 2 ailes avec des logements. Un peu plus loin encore 2 autres pavillons, l'endroit aussi est cambré, avec des logements. En face de ce palais, 2 écoles maternelles et primaires, avec un théâtre et une bibliothèque. Ensuite, à côté, un économat, un magasin coopératif. Un peu plus loin, une buanderie avec les bains et une piscine avec un plancher amovible. Le plancher pouvait monter ou descendre pour permettre, par exemple, aux enfants de se baigner sans risque. Et puis, tout autour de ça, donc il y avait l'usine qui était juste à côté, et puis des vergers, jardins, etc. Et c'était pour loger les ouvriers. Alors, non, les ouvriers, mais tout le monde, tout le personnel de l'usine. Lui-même, Gaudin, avait un appartement dans le palais.
c'est les cadres, les ouvriers, tout le monde logé au même endroit. Et simplement la répartition sur les logements, c'était plutôt en fonction de l'importance de la famille. Plus il y avait d'enfants, plus on avait droit à un logement un peu plus grand. Donc son projet, c'était les pauvres, les ouvriers peuvent avoir à vivre dans la richesse comme les bourgeois. Donc on ne peut pas. Alors il était contre les projets des phalanstères, par exemple, ou des cités ouvrières. Il y avait ça à l'époque dans plusieurs endroits. C'était souvent de l'habitat individuel. On regroupait les maisons des ouvriers. Lui, il s'est dit non, je ne peux pas faire quelque chose de magnifique. Tout un tas de maisons qui soient vraiment bien. Je vais faire un lieu unique. Et en plus, ça regroupera tout le monde. Il y aura de la communication, il y aura de l'entraide. Et donc, il a construit ce palais avec, pour mettre en place différents objectifs qu'il avait. Donc, l'égalité. Dans l'égalité fraternité, lui, il avait retenu égalité. Donc, tout le monde sur le même pied. C'était un hygiéniste. Donc, c'est pour ça qu'il a voulu que les verrières, tous les appartements étaient transversaux. On avait la lumière à la fois le matin, le soir, il y avait toujours de la lumière. Il y avait un système d'aération. L'air rentrait par les sous-sols, par les caves, et puis remontait à travers de sortes de cheminées pour faire circuler l'air dans tout le bâtiment. Il y avait l'eau potable à tous les étages. On est dans l'année 1850, 1860. Vraiment. Par contre, pour qu'il n'y ait pas d'humidité qui détériore les appartements, il interdit de faire la lessive. Donc c'est pour ça qu'il a créé la buanderie à côté, une buanderie collective avec les bains, les douches. Il a créé aussi donc un économat avec un magasin associatif auquel les ouvriers pouvaient se fournir à moindre prix. Ça fait déjà pas mal, hein? Oui. Après, donc, au niveau social, il a créé des congés maladie, des congés maternité, la retraite à 60 ans, une caisse de secours. Qui tenait compte de la pénibilité aussi? Oui, de la pénibilité. Ensuite, dès que son projet était bien avancé, il a cédé son usine à ses ouvriers. C'est-à-dire qu'il a créé là une association qu'on a appelée le Familistère et il a transformé son entreprise en une coopérative de production. Et c'est les ouvriers qui ont commencé à gérer le tout, l'usine et les bâtiments, etc. Donc il y avait des sociétaires, des familistères, c'est-à-dire les ouvriers qui travaillaient là depuis au moins 5 ans, par exemple. Il y avait le droit de vote pour les hommes et pour les femmes, aussi une nouveauté. Ça arrivait que plus d'un siècle plus tard en France. Et c'est eux qui décidaient donc de la marge de l'usine, de ce qu'on allait faire des bénéfices. Donc les bénéfices allaient surtout pour les caisses de secours, les projets, etc. Et puis après, ce qui restait, c'était aussi réparti entre les ouvriers sous forme d'actions ou sous forme de primes suivant le rapport au travail. J'en oublie. L'éducation, important. L'école n'était pas encore obligatoire. C'est Jules Ferry, c'est beaucoup plus tard, enfin 40 ans plus tard presque. Une école maternelle et une école primaire mixte. La mixité en France, c'est 1960 et quelques, je crois, dans les écoles. Et puis la culture, donc le théâtre qui était en plein milieu, là, juste en face du palais. Donc il faisait venir des spectacles, des troupes de théâtre, des opérettes, mais aussi création d'une harmonie, d'une fanfare au sein du familistère, d'une troupe de théâtre. Et puis aussi, le théâtre, ça servait à prendre la parole. C'est là qu'avaient lieu les assemblées générales, et c'était pour inciter les ouvriers à s'émanciper, à prendre la parole. Être citoyens aussi. À devenir des citoyens, l'autonomie, la responsabilisation. Donc, vraiment quelque chose. Moi, ça m'a frappé quand j'ai fait cette visite, de me dire, mais c'est pas vrai qu'il y a plus d'un siècle, il y a des gens qui ont pensé ça, et maintenant on voit des patrons qui continuent à licencier leurs ouvriers, à les exploiter, etc. Il faudrait peut-être qu'on se reproche un petit peu sur l'histoire ancienne.
Merci beaucoup Jean-Claude Pont pour ce focus sur le fameux mystère de Guise. Donc c'est dans l'Aisne pour les personnes qui souhaitent aller vérifier ou aller voir et profiter de cette belle visite. Une belle région. Oui, merci pour les photos. Effectivement, vous m'avez envoyé pour préparer cette chronique. Si vous le voulez bien, nous retrouvons non pas mardi prochain, je serai en déplacement à Paris, mais le mardi d'après pour la chronique. Je vous souhaite une bonne quinzaine. Donc merci beaucoup Jean-Claude Pont. Fait l'âme.